Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des éditions Akata pour une nouvelle vidéo L'Instant Shoujo. Et je vais vous parler aujourd'hui de Nos temps contraires, je ne te laisserai pas mourir. L'histoire se déroule dans le futur. La Terre n'est plus habitable et du coup l'humanité s'est confinée dans des vaisseaux dans l'espace. Chaque pays a un vaisseau spatial qu'on appelle cocoon, comme le cocon en français. Et voilà, l'humanité s'est réfugiée dans ces vaisseaux. Forcément, comme l'humanité vit confinée et qu'ils sont en espace réduit, il y a un contrôle de la population. Par conséquent, tous les rapports humains doivent se faire en respectant des contrats sociaux qui sont passés entre les individus. Il y a des contrats de plusieurs natures, comme des contrats de partenariat de travail, des contrats d'amitié, et puis très spécifiquement, dans, on va dire, la vie intime des individus, il y a un type de contrat de partenariat qui va accompagner les individus tout au long de leur vie. Ces contrats de partenariat, ils se résument en gros sous trois aspects. Le premier contrat, le contrat de partenariat primaire, c'est un contrat que les individus passent plutôt à l'enfance, où voilà, c'est en général les parents ou la famille qui décident quand les enfants ont environ 4-5 ans, qu'ils vont avoir un groupe d'individus dont ils seront plus proches et qu'ils pourront fréquenter un peu en tant qu'amis, voilà, pendant leur enfance. Ce premier contrat, on l'appelle aussi le contrat de Kids Partner, donc de l'anglais Kids, enfant. Le deuxième contrat, le contrat de partenariat secondaire, c'est aussi appelé Kissing Partner, donc comme embrasser en anglais. Et en fait, c'est un partenariat qui a plutôt lieu vers la milieu-fin de l'adolescence, où les individus choisissent de se mettre d'une certaine manière en couple. Alors, c'est pas forcément lié, voire pas du tout lié au concept d'amour. Pour pouvoir maintenir ce contrat, il faut que les individus s'embrassent suffisamment souvent devant les caméras de surveillance qui sont installées dans les vaisseaux. Et donc le troisième contrat, le contrat de partenariat tertiaire, voilà, où vous décidez votre partenaire tertiaire, ce contrat-là, bon, il a certaines implications qu'on découvrira un peu plus tard dans l'histoire, mais essentiellement, c'est un contrat d'une certaine manière, on pourrait dire de colocation ou de concubinage, où vous décidez que vous allez vivre au quotidien avec le même individu, partager voilà, le foyer, la chambre, et en fait vivre ensemble. Simplement, encore une fois, dans ce contrat-là, il n'est pas question d'amour. La notion d'amour, elle est complètement absente de tous ces trois contrats de partenariat. Évidemment, comme la population est confinée et elle est contrôlée, le fait de pouvoir avoir des enfants et de se reproduire, c'est quelque chose qui est contrôlé et donc il faut passer un contrat de reproduction. Et ce contrat de reproduction n'est pas forcément lié au contrat de third partner, par exemple. Tous ces contrats régissent la société qui est globalement complètement surveillée à l'aide de caméras de surveillance qui surveillent que la population reste bien dans les rangs et dans les lignes. L'histoire se déroule dans ce contexte et on va suivre au début du manga le destin et le quotidien de quatre individus, quatre enfants un peu particuliers puisqu'ils sont des néothènes. Des néothènes, c'est un terme qui existe aujourd'hui en biologie et qui exprime des espèces qui ont une caractéristique de néotynie. Cette caractéristique, c'est le fait que, à l'âge adulte, les individus présentent des caractéristiques d'enfants. On va donc suivre ces quatre néothènes, qui sont les personnages que vous pouvez voir sur le visuel d'annonce, et qui ont en fait, au début de l'histoire, malgré leur apparence, 15 ans. Ces quatre individus-là, en tant que néothènes, ils représentent un petit peu l'avenir de l'humanité. Ils sont à un nouveau stade de l'évolution, et forcément, ils vieillissent plus lentement que les êtres humains ordinaires. On va suivre donc ces quatre néothènes qui sont sous contrat de First Partner, donc de Kids Partner. Qui sont-ils ces quatre individus? Alors ils sont quatre, ils viennent de quatre pays différents, de quatre cocons différents. Le premier, c'est le héros, c'est Arata, le jeune japonais. La seconde, c'est Tara, c'est une jeune indienne. Le troisième, c'est César, c'est un jeune américain. Et le quatrième, c'est un français qui s'appelle Louis. Ces quatre personnages-là ont des caractères assez différents et à l'enfance, ils étaient sous contrat de first partners et forcément, ils arrivent à l'adolescence, leur caractère se développe et voilà, ils ont des affinités différentes, ils ont des caractères différents et au début de l'histoire, ils vont se retrouver à aller visiter les bas-fonds du cocon de Kyoto, un endroit
qui représente un petit peu la débauche et où il n'y a plus de caméras de sécurité, justement, et où du coup les êtres humains peuvent se comporter un peu comme ils veulent et en dehors des règles instaurées par les contrats de la société. Là, ils vont rencontrer une jeune femme mystérieuse aux longs cheveux verts et leur destin va basculer. Je ne vais pas en dire plus sur l'histoire parce que ça c'est vraiment le début et après il se passe beaucoup de choses. Mais voilà, je pense vraiment qu'il vaut mieux vous laisser découvrir autant la construction de l'univers, la construction des personnages, tout ce qui va aller avec et ce qui va découler de cette rencontre. Je me suis permis quand même de vous expliquer le contexte de la société voilà, qui est complètement sous contrôle des caméras de surveillance et où tous les rapports humains sont sous contrat, parce que c'est vraiment la base de l'univers et on va dire d'une certaine manière de l'intrigue et de beaucoup de thématiques qui vont être développées dans cet ouvrage-là. Parce qu'en fait, vous l'avez bien compris, c'est une série de science-fiction, c'est un shoujo manga de science-fiction, et comme toute œuvre de science-fiction qui se respecte, il y a beaucoup de thématiques en miroir des sociétés d'aujourd'hui. Une des premières choses qu'a évoqué Gintoriko, la dessinatrice de ce manga-là, quand elle a parlé de l'œuvre en interview, c'est que c'est beaucoup en regardant les réseaux sociaux et en se questionnant sur leur effet sur les rapports humains que beaucoup de thématiques qui sont présentes dans cette œuvre ont germé en elle. Parce que voilà, on est dans une société qui se prétend hyper connectée, mais finalement, est-ce que toute cette hyper connexion, c'est pas quelque chose qui nous déshumanise et qui nous isole encore plus? Dans cette société-là où tous les rapports humains sont régis par des contrats, elle est où la place de la spontanéité dans les rapports humains? Elle est aussi où la place de l'amour? C'est une vraie question centrale dans cette œuvre-là. Voilà, ça fait partie des différentes thématiques qui vont être développées dans cette série-là. Il y a aussi une autre thématique qui est très présente, c'est la thématique de la mémoire collective et la mémoire individuelle. Parce que, en fait, dans cette société, on apprend dès les premières pages, il y a certains types de livres, et des livres voilà, qui racontent des contes et des légendes d'autrefois qui sont complètement bannis et interdits, qui n'ont pas été numérisés et qui ne doivent plus être lus, peut-être parce qu'ils sont des sources d'inspiration, ils sont des sources de rêverie, et qu'ils invitent finalement à retrouver un espèce de bonheur, de paradis perdu, qui est représenté peut-être aussi par la planète Terre. Enfin, voilà. En réalité, je ne peux pas développer beaucoup trop les thématiques et comment elles vont être abordées, parce que si je vais plus loin dans tout ça, je risque vraiment de vous spoiler. Et moi, un des grands plaisirs que j'ai eu en découvrant cette œuvre-là, c'est vraiment en me plongeant dans l'univers petit à petit. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'une des grandes forces de Gintoriko, c'est que avec ce manga-là, et c'est vraiment pas toujours le cas dans les œuvres de science-fiction, c'est qu'elle arrive à tout expliquer et à tout mettre en place de manière très limpide sans perdre le lecteur. Ça veut dire que tout ce système, par exemple, de contrat et de société sous contrat que je vous ai expliqué, il est expliqué progressivement dans on va dire la première moitié du tome 1. Et là, je vous ai développé qu'une petite partie de la complexité de l'univers, mais il y a plein d'autres choses qui vont être expliquées par la suite. Et voilà, elle fait ça avec beaucoup de fluidité, sans que ça soit vraiment trop complexe, sans que ça soit brumeux, sans qu'on ait du mal à comprendre. Elle a vraiment pensé une histoire qui se développe au fil des pages, au fil des cases, et qui du coup permet vraiment au lecteur de s'immerger dans les différents enjeux et dans les différentes thématiques qu'elle va vouloir développer dans son manga. Tout de même, une des choses que je voudrais signaler, c'est suffisamment rare pour être noté, c'est la diversité dans les personnages principaux. Vous l'avez compris, il y a des personnages de différentes nationalités. Donc il y a Arata, ce jeune japonais, qui porte toujours un masque quand il est en public. Il y a Tara, la jeune indienne, et la dessinatrice a dit en interview que pour la dessiner et dessiner ses tenues, elle avait consulté des indiennes en fait pour avoir des détails sur les tenues vestimentaires du personnage. On a aussi un personnage américain et on a un personnage français. Ce personnage français est depuis la naissance en situation de handicap et donc en fauteuil roulant. Simplement, comme la série se déroule dans l'espace, il y a des moments en apesanteur. Et voilà, il y a tout ça qui se mélange dans ce manga-là. Je vous ai aussi parlé du système de la société de contrat qui régit les rapports humains sous contrat, qui fait que vous devez passer des contrats pour être en first partner avec vos amis d'enfance, en second partner avec la personne que vous avez envie d'embrasser, en third partner avec la personne avec qui vous voulez vivre. Ces contrats-là se passent entre les individus et ça, peu importe leur genre, peu importe leur orientation sexuelle, ils peuvent voilà, se passer des contrats pour vivre ensemble. Reste la question du contrat de reproduction qui doit se faire entre deux partenaires, forcément de gamètes opposés, qui peut potentiellement se faire
en dehors du contrat de surf partner et donc en dehors de ce contrat entre guillemets concubinage entre les individus. Donc voilà, on a un univers qui est très dense, avec beaucoup de thématiques qui parlent du coup de société contrôlée, de contrôle des populations, de contrôle de la vie amoureuse et des rapports humains et de la reproduction, du contrôle des populations, et qui parle aussi voilà, de la mémoire, de la culture. Et voilà, l'œuvre globalement d'ailleurs, dans toute sa durée, il y a beaucoup de références globalement à la culture. On va en parler un petit peu après, mais la mangaka a vraiment un background culturel assez varié. Et du coup, on a de références à des œuvres de littérature, à de la poésie, et ça en fait une œuvre vraiment très dense. Et c'est un peu frustrant pour moi de ne pas pouvoir vous en dire plus, parce que voilà, sinon ça va vous gâcher vraiment la surprise. Il est temps que je vous parle de la publication de son manga et de ce contexte. Ce manga est donc publié dans le magazine Mystery Bonita des éditions Akita Shoten. Le magazine Mystery Bonita, c'est un magazine de shoujo manga qui a plutôt pour habitude de publier des œuvres de fantasy et de science-fiction. Une des œuvres qu'on connaît très bien en France issues de ce magazine, c'est le fameux Les Enfants de la Baleine. Même si Les Enfants de la Baleine est publié dans une collection Seinen Manga par son éditeur Glénat, au Japon, c'est bien considéré comme un shoujo manga. Pour nous, évidemment, qui avons envie de défendre la diversité du shoujo manga, c'est très intéressant de pouvoir vous proposer cette œuvre-là. Donc, notant contraire, je ne te laisserai pas mourir, parce qu'elle prouve parfaitement que le shoujo manga, il est varié. Et d'ailleurs, la science-fiction, ça a toujours été un domaine de prédilection du shoujo manga. Des œuvres comme Please Save My Earth, par exemple, qu'on a déjà pu découvrir en français, c'est des œuvres qui ont été très marquantes et qui sont très ancrées de cette culture shoujo manga. Des œuvres de Moto Hagio, par exemple, aussi, mais il y en a plein d'autres, des œuvres de Reiko Shimizu. Ce manga a donc débuté en 2016 dans les pages du magazine Mystery Bonita. En très peu de temps, il s'est fait remarquer, si bien qu'en 2018, 2 ans après, alors qu'il y avait juste 3 tomes publiés, il a été classé dans le classement annuel du Konomanga ga Sugoi, qui est un peu le classement annuel que tous les éditeurs, libraires et lecteurs attendent au Japon tous les ans. Et il a été classé dans le top des meilleurs mangas féminins. Il était de mémoire en 7e place, et c'est la même année où Beastars, je crois, a été aussi classé du côté des mangas masculins. Donc c'était une très bonne année pour Akita Shoten, son éditeur, qui avait 2 de ses mangas un peu innovants et un peu originaux qui étaient classés du côté masculin et du côté féminin. L'année d'après, Notant Contraire était aussi classé dans un autre classement, celui cette fois qui est tenu par les librairies Tsutaya, qui est une chaîne de libraires, et il était en 4e position du Tsutaya Comics Taisho, donc le grand prix du manga Tsutaya, qui est un prix donc de libraires qui recommande des mangas, peu importe leur catégorie, où il y a vraiment un classement général pour des shonen, des seinen et des shoujo, peu importe. Voilà, donc c'est un ouvrage qui a quand même été très remarqué au Japon, et qui d'ailleurs vient juste de s'achever. La série totalisera 8 tomes. Alors, j'ai pas encore lu la fin, je fais partie des mangas que je ne lis pas en prépublication. J'attends avec impatience de savoir comment l'histoire va s'achever. Viennent d'annoncer d'ailleurs en même temps que dans quelques mois, la mangaka lancera une nouvelle série qui sera un spin-off de ce manga-là. Donc ça prouve autant le succès de ce manga, puisque son éditeur lui permet de faire un spin-off. Et en même temps, je suis ravi parce que voilà, ça va probablement permettre de s'attarder sur d'autres aspects de l'univers qu'on n'a pas pu voir dans la série principale, et je suis vraiment très curieux de lire tout ça. Quand même, quelques mots sur la dessinatrice, Gin Toriko. Elle a commencé sa carrière en 2005 dans les pages du magazine Wings, qui est un magazine de shoujo manga aussi. Un magazine de shoujo manga qui est aussi réputé pour plutôt des séries de fantasy, euh, voilà, dans des univers imaginaires, ce genre de choses. Après plusieurs années à travailler en collaboration avec Shinsokan, elle a commencé à travailler pour Akita Shoten, justement pour le magazine Mystery Bonita, où elle a lancé plutôt une série fantasy en 2014, qui a totalisé 5 tomes. Et puis 2 ans après, en 2016, elle lançait Notant Contraire, Je ne te laisserai pas mourir, qui est sans aucun doute sa série la plus remarquée. Ce qu'on peut dire sur Gin Toriko, c'est qu'elle a dit en interview que depuis toujours, elle s'intéressait globalement à la science-fiction, et notamment à la science-fiction d'un point de vue japonais dite étrangère des années 50. Ça se sent vraiment dans l'histoire, puisqu'il y a tout ce qui fait une bonne œuvre de science-fiction, c'est-à-dire un univers dense, voilà, où vraiment on regarde la société avec beaucoup de thématiques philosophiques sur l'être humain, sur la société, et tout ça qui se mélange pour servir l'histoire et pour servir les personnages et leur complexité. À l'origine, même si elle dessinait, elle ne connaissait pas forcément beaucoup l'univers du manga, parce qu'elle a
dans ses plus jeunes années, grandit plutôt aux États-Unis. Finalement, c'est à l'âge de 13 ans qu'elle rencontre le manga, et notamment le shoujo manga, et elle rencontre notamment un shoujo manga de science-fiction d'une dessinatrice qu'on connaît pas du tout en France, mais qui est une dessinatrice importante, qui s'appelle Takako Yamazaki. Elle découvre une œuvre qui s'appelle Gondwana, qui est un one-shot de cette dessinatrice-là. Et puis après, voilà, elle rentre dans un univers, elle découvre les œuvres de Reiko Shimizu, etc. En tout cas, voilà, on sent vraiment cette influence du shoujo manga, de science-fiction des années 80-90 et aussi d'une littérature globale et d'un univers de science-fiction plus global dans nos temps contraires. Et ça fait voilà, un mélange qu'on n'a pas beaucoup l'habitude de voir en français dans le manga, qui je pense va vraiment surprendre agréablement, positivement, qui est pour le coup vraiment, sans mauvais jeu de mots, un ovni sur le paysage éditorial français. Parce que je pense qu'on n'a pas beaucoup de science-fiction en manga, alors qu'au Japon, en fait, il y en a beaucoup. Et en fait, avec nos temps contraires, je ne te laisserai pas mourir, on continue d'explorer la science-fiction parce que comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, en fait on a déjà fait des œuvres de science-fiction avec Dernière Heure, mais aussi avec Canon au bout du monde, qui sont des œuvres d'anticipation, de science-fiction. Alors les deux premières se passaient plus sur Terre dans un contexte qui était peut-être plus familier avec notre quotidien, et là on va vraiment dans une œuvre bon, qui se passe dans l'espace et qui est très connoté. C'est pas une dystopie, c'est pas une utopie non plus, l'univers qui est décrit dans cette œuvre-là, mais voilà, on rentre dans un autre aspect de la science-fiction, et c'est quelque chose qu'on va continuer à développer au Centre des éditions Ankata dans les années qui viennent. Pour finir quand même, quelques mots sur le titre français, donc Nos temps contraires, sous-titré Je ne te laisserai pas mourir. Alors ça va être un petit peu compliqué de vous parler de ce titre en détail sans vous spoiler, donc je vais vraiment mâcher mes mots et vous dire pas grand-chose. Ce que je peux vous dire, c'est que ces fameux néothènes, ces personnages qui sont les quatre héros, qui sont des humains de nouvelle génération qui vieillissent à un rythme ralenti, ils vieillissent pas dans la même temporalité que les humains ordinaires, et bon, que d'autres personnages non plus, qui apparaissent dans l'histoire dans le tome 1, mais voilà. Vous voyez sur cette couverture du tome 1, il y a des personnages avec des cheveux verts, et comme je vous l'ai dit au début de l'histoire, c'est aussi quand ils rencontrent une femme aux longs cheveux verts que leur destin va un petit peu basculer. Donc voilà, le titre fait un peu référence à ce contraste et à ce choc entre les néothènes et ces personnages aux cheveux verts, dont vous découvrirez l'identité en lisant le tome 1. Et puis il y a ce sous-titre, Je ne te laisserai pas mourir. Pourquoi ce sous-titre? Le titre d'origine, c'est Kimi o Shinasenai Tame no Monogatari. Et donc, c'est une histoire pour ne pas te laisser mourir. C'est très compliqué à traduire en fait parce que la forme verbale, vers mourir qui est mise, c'est une forme verbale qui signifie ne pas laisser mourir. Et voilà, ce titre il est très long et en même temps on n'était pas persuadé qu'un titre, une histoire pour ne pas te laisser mourir, était très évocatrice. Donc on a décidé voilà, d'utiliser plus la thématique du temps qui passe, voilà, qui fait un contraste entre les personnages qui sont quand même emblématiques de ce manga-là, et d'accoler un sous-titre. Et le sous-titre, c'est Je ne te laisserai pas mourir, qui est une adaptation du titre d'origine. Pourquoi on voulait laisser ce sous-titre? Absolument, c'est parce qu'en fait, ce titre japonais, Kimi o Shinasana Itame no Monogatari, bon, sans spoiler non plus, à chaque fin de tome, un des derniers monologues, c'est ce titre arrangé, un petit peu modifié, un petit peu adapté. Ça, on ne découvre pas tout de suite, mais quand on arrive à la fin du tome 1, on se dit waouh, le titre il ressemble vaguement au dernier monologue du tome 1, et puis de petit à petit, de tome en tome, le monologue il se transforme, et des fois il ressemble plus ou moins à ce titre d'origine. Alors évidemment, c'est très compliqué parce que le français, c'est une langue qui est très différente du japonais. Le japonais, on ne dit pas forcément le sujet, on ne dit pas forcément qui parle. Et dans la structure, en français, quand on traduit, des fois, il faut expliciter, il faut mettre un je, il faut mettre un toi, il faut préciser les compléments, les sujets, le temps, etc. Du coup, c'était pas possible d'avoir parfaitement le même effet, de garder le titre qui serait une phrase de l'ouvrage. Ça marchait pas, ça collait pas, on a retourné dans tous les sens. Et adapter un titre qui était un petit peu flou en sous-titre permettait de garder cet effet-là, sans que ce soit trop alambiqué, trop forcé non plus. La difficulté qu'on aurait eue s'il avait fallu que le titre soit vraiment très proche des monologues, c'est que ça aurait pas du tout ressemblé à un titre, que peut-être on aurait dû trop forcer les mots, forcer aussi les bulles pour que ça ressemble. Il y aurait eu peut-être quelque chose de pas naturel dans ces monologues-là, alors que au final, les monologues de fin de chaque tome, ils sont très, ouais, très nostalgiques, très impactants. Et ouais, je peux vous dire ça quand même, c'est que chaque tome, il s'achève de manière, enfin, il vous laisse dans un état quand même bien pensif.
voilà, il y a une espèce d'ambiance mélancolique globalement dans l'ouvrage. Et si on avait dû trop modifier, dénaturer la phrase monologue, ça aurait eu un effet vraiment pas naturel et on aurait risqué de casser la poésie de l'ensemble. D'où le choix, au final, de mettre un titre principal qui était probablement plus poétique, plus facile à retenir et qui quand même est complètement raccord avec des symboliques qui sont présentes dans l'ouvrage, en accolant un sous-titre un petit peu mystérieux quand même, je ne te laisserai pas mourir, et qui fait aussi référence au titre japonais en gardant une sorte d'effet similaire à ce qu'il y a sur les derniers monologues. Ça nous semblait un très bon compromis. Je vais m'arrêter là pour vous parler de ce manga-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intrigué. Moi, je suis vraiment content de pouvoir voilà, continuer à explorer des ouvrages différents, essayer de prouver la diversité du feuille manga, aller vers aussi des ouvrages un petit peu ovni, vraiment originaux, et comme on n'en voit pas beaucoup sur le paysage éditorial français. Donc voilà, j'espère que ça vous fait plaisir, j'espère que ça vous intrigue, j'espère vraiment que vous donnerez une chance à ce manga-là. N'hésitez pas à nous dire si ça vous intéresse, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne. Et puis de toute façon, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos de présentation sur l'Instant Fauveau.